For the next speaker, we don't really know each other, but I have the opportunity to cross him in the corridor in INSEP or at the games. In fact, I will not disturb this guy because every time I cross this guy, it smells like Ushimata, you know? So I will not disturb this guy. So yes, we will talk together about hypnosis. So please, under your applause, Christophe Massina is the national coach for the French Judo Federations. Bonjour à tous. J'ai mes petites notes quand même. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Quand Babak et Howard m'ont demandé d'intervenir sur comment j'utilisais l'hypnose avec les judokas, je dois dire que ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. En fait, je vais juste vous raconter mon expérience et comment j'en suis aussi arrivé à utiliser l'hypnose. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui renvoie à plein de choses du spectacle notamment, et donc qui n'est pas forcément évident de faire passer dans le sport. Donc en tout cas, merci de cette invitation. Donc je vais être très pratique, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment je l'utilise. Et puis après, on aura aussi la chance d'avoir Axel Clerget qui nous fera l'honneur qui vient juste d'arriver d'ailleurs, qui nous fera l'honneur de donner un peu son ressenti et son expérience aussi en tant qu'athlète sur l'utilisation de l'hypnose en ce qui le concerne lui. Donc déjà, je vais me présenter. Donc moi, je suis entraîneur national maintenant depuis 2004. Donc ça fait 17 ans que j'interviens sur l'équipe de France. D'abord chez les féminines pendant presque une bonne quinzaine d'années. Et puis depuis 5 ans chez les masculins maintenant. Comment j'ai découvert en fait l'hypnose, je dirais que comme souvent dans toutes bonnes idées, il y a une femme derrière. Donc là, comme ça, je me prends un peu, voilà, je prends les femmes avec moi, comme ça, c'est toujours plus facile. C'est ma femme qui a eu cette idée-là à un moment donné. J'étais, on va dire, en tant qu'entraîneur en difficulté avec 2 athlètes sur la préparation olympique de Rio. Et puis, je réfléchissais, j'essayais de trouver des solutions, j'arrivais pas à les trouver. Les 2 athlètes étaient vraiment dans une phase de doute très importante. Et puis ma femme m'a dit, mais pourquoi tu leur proposerais pas de faire de l'hypnose? Je dis, bah ouais, pourquoi? Donc bon, ma femme est formée à l'hypnose aussi, hein, donc voilà. Mais du coup, ça m'a ouvert un peu des portes. Je cherchais en plus quelque chose qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de faire. Je voulais comme un électrochoc en fait. Et donc du coup je leur ai proposé. Je me suis aussi renseigné pour trouver quelqu'un qui me semblait aussi de manière éthique, et de trouver des personnes qui puissent intervenir sur ce domaine-là où justement il y a déjà 6 ans, franchement ça faisait encore plus peur que maintenant. Et donc je me suis orienté sur un directeur d'école et sur une école qui est intervenue sur ces 2 athlètes. J'étais d'ailleurs assez bluffé, assez surpris de la manière dont l'utilisation a été efficace en fin de compte. Alors il y a eu ça, et puis bien sûr il y a toujours l'entraînement derrière, hein, qui reste quelque chose d'important et de plus important. Encore une fois, j'insisterai bien sur le fait que c'est un outil et c'est pas une baguette magique. C'est un moyen de pouvoir faire évoluer les athlètes pour justement qu'ils soient le meilleur possible à l'entraînement et le meilleur possible en compétition. Donc voilà comment je suis arrivé à l'hypnose. Donc avec justement en cherchant
en cherchant vraiment avec les athlètes comment les faire avancer, comment les faire changer de comportement à un moment donné. Donc du coup, déjà la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Alors c'est quand même assez compliqué à définir, on va dire. Donc moi j'aime bien cette définition de celui qui a créé, on va dire, l'hypnose ericksonienne, donc de Milton Erickson, qui est une définition qui justement, pour moi, est assez positive, dans le sens où elle met bien en évidence que c'est l'athlète et la personne qui est hypnotisée qui gère tout le processus, et c'est loin de l'hypnose de spectacle où c'est l'hypnotiseur qui fait faire un peu n'importe quoi à la personne qui est hypnotisée. Là, c'est vraiment, c'est ça qui est très intéressant dans l'hypnose ericksonienne, c'est le pouvoir, en fait, on le donne à l'athlète ou on le donne à la personne qui, à un moment donné, se retrouve dans un état de conscience modifié. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et moi, comment je définirais en ce qui me concerne, pour moi, l'hypnose, c'est ça, c'est on va donner le contrôle, on va redonner le contrôle à la personne pour qu'elle puisse reprendre le contrôle sur des comportements inconscients, sur des comportements où on n'a pas la sensation de pouvoir vraiment gérer le truc. Et bien, dans ces moments on va dire de conscience, d'état de conscience modifié, et bien justement, l'athlète peut reprendre le contrôle de ça et essayer de modifier ses comportements. Ensuite, la première question que je me suis posée aussi quand on m'a demandé d'intervenir sur l'incertitude, qu'est-ce que ça veut dire? Donc bien sûr, il y a le Covid, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le sport? Pour moi, les athlètes, justement, sont de toute façon tout le temps dans une incertitude complète, que ça soit dans leur vie, déjà. La vie d'athlète de haut niveau, c'est de l'incertitude tout le temps, pas simplement pour le sport d'ailleurs, hein, c'est aussi pour l'incertitude pour qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, comment ils mangent aussi, parce que c'est pas les athlètes souvent à l'INSEP, on imagine qu'ils gagnent super bien leur vie, ou c'est souvent, des fois il y en a qui ont du mal à finir les fins de mois, donc ça fait partie aussi des incertitudes. Après, c'est aussi des incertitudes liées aux objectifs sportifs. Et puis dans mon sport, c'est aussi des incertitudes qui vont être liées à l'adversaire, liées au combat, liées à simplement la réussite de la compétition et de réussir à combattre un adversaire qui a envie de vous dégommer tout simplement. Faut bien se rappeler qu'en judo, on a quand même quelqu'un sur le dos et qu'à un moment donné, ça c'est aussi une sacrée incertitude. Excusez-moi. Donc, moi, comment je l'utilise? Donc, comme je vous le disais, la première des choses, c'est que c'est vraiment pas une baguette magique. Donc, je l'utilise déjà sur le tout premier point, ça va être justement comment l'athlète, lui, va appréhender ça, et surtout pour quelles raisons. Ça part toujours de l'athlète. Ça veut dire que c'est pour quelles raisons on va travailler en hypnose, pour quelles raisons on va justement faire une séance pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir changer un comportement ou même pour pouvoir s'entraîner grâce aussi à l'imagerie mentale. Donc ça part déjà d'une demande de l'athlète et d'une demande particulière que de toute façon je questionne, que de toute façon je cherche pas forcément à comprendre, mais que lui comprenne bien pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. Moi, quelque part, j'ai pas vraiment besoin de comprendre où il veut aller, puisque c'est lui qui va de toute façon réussir à trouver les leviers et trouver les moyens pour pouvoir avancer. Dans cette utilisation-là, il y a forcément dans l'hypnose un changement d'état de conscience. Alors ça, à définir un état de conscience modifié, je pense qu'on pourra poser la question à tout le monde mettra ce qu'il veut derrière. Moi, comment je le définirais, c'est à un moment donné être dans un état qui permet de retirer les barrières, de retirer les limites, de pouvoir quelque part avoir accès à toutes les idées possibles et inimaginables pour pouvoir
créer ses propres représentations et travailler sur ces représentations. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en tout cas, vous pourrez me poser des questions après. Donc déjà, ça c'est la première des choses, on va dire le changement d'état de conscience en utilisant plusieurs techniques, hein, que ce soit de la focalisation, que ce soit un moment où justement un rappel d'un souvenir, enfin pas mal de techniques pour pouvoir changer un peu l'état de conscience et permettre à l'athlète d'être décalé par rapport à son état normal, entre guillemets. Et puis après, c'est l'utilisation des suggestions qui sont aussi très importantes. Qui sont très importantes à l'intérieur de la séance, mais après je vous dirai aussi comment je peux les utiliser au quotidien sur le tapis sans forcément chercher à faire de l'hypnose. C'est tout le travail de suggestion qui vont être orientés pour faire avancer de manière positive l'athlète. Et moi, en ce qui me concerne, pour faire changer aussi beaucoup les représentations, je travaille énormément avec l'imagerie mentale, que j'intègre dans les séances d'hypnose pour pouvoir justement changer un comportement grâce à des nouvelles représentations et les sportifs sont aussi des gens qui ont une capacité, une faculté à faire de l'imagerie mentale incroyable. Alors je ne sais pas si nous en judo c'est différent des autres sports, mais en tout cas tous les athlètes que j'ai pu accompagner dans ce domaine-là, c'était assez étonnant de voir comment ils étaient capables de ressentir, capables d'imager ce qu'ils pouvaient réaliser sur le tapis ou ce qu'ils pouvaient même réaliser en dehors et la manière dont ils pouvaient se représenter. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé assez étonnant chez les sportifs. Et quels qu'ils soient, que ce soit des hommes ou des femmes, c'était toujours très impressionnant de voir comment ils pouvaient utiliser l'imagerie. Derrière, toujours, je vérifie si on va dire ce qu'ils ont imagé, ce qu'ils se sont représentés, si c'est bon pour eux, hein, si c'est écologique, c'est-à-dire que de ne pas partir sur quelque chose qui, du coup, changerait complètement leur comportement, changerait complètement leur représentation, si c'est pas OK au fond si c'est pas OK vraiment au fond d'eux. Donc toujours, je vérifie cet aspect écologique. Et derrière, par la futurisation, pareil, par le changement des représentations, de se voir opérer avec de nouvelles dispositions. J'essaye d'ancrer justement avec l'athlète, on va dire la meilleure manière qu'il puisse changer son comportement et de ce qu'il a pu s'imaginer. Donc voilà un peu comment je l'utilise. Encore une fois, c'est juste un outil. C'est un outil qui permet justement à l'athlète de pouvoir s'améliorer. Voilà. Comme il peut s'améliorer en préparation physique, comme il peut s'améliorer en technique. Cet outil-là, je l'utilise vraiment dans les mêmes dispositions qu'on va utiliser une barre de muscu ou qu'on va utiliser un partenaire pour pouvoir travailler sa technique. Donc, on va enfin venir à la vraie question, l'incertitude. La première des choses sur lesquelles aussi j'ai beaucoup utilisé l'hypnose, c'était les incertitudes liées à la blessure. Beaucoup d'athlètes ont justement, en judo, on a souvent beaucoup de blessures. Axel vous en parlera, je pense que c'est celui peut-être qui se blesse le plus. Donc il a pu utiliser pas mal de techniques de ce côté-là. Donc j'ai rencontré pas mal de choses en fait sur les blessures, notamment des périodes où l'athlète avait du mal à se représenter le membre qui était blessé, où il avait une représentation qui était complètement différente de ce qu'il pouvait avoir avant. Des athlètes qui avaient besoin aussi de se régénérer pour que la blessure se répare plus vite. Des athlètes qui, une fois que tout était OK et que la blessure, la rééducation était faite, avaient des soucis de retrouver leur capacité et surtout avaient peur de ne pas retrouver leur capacité. Donc tout ça, toutes ces incertitudes qui sont liées à la blessure, c'est des choses que j'ai pu travailler avec l'hypnose, justement, dans des protocoles où
avec la représentation du membre blessé, la représentation de la régénération de la blessure, la représentation notamment de drainage, quand il y avait justement besoin de drainer un hématome ou de drainer... et c'est toujours imagé, c'est-à-dire que c'est pas tu vas drainer ta blessure, c'est toujours imagé, c'est toujours l'athlète qui va trouver les images qui vont lui correspondre pour qu'à un moment donné, moi j'ai le souvenir d'une séance à un moment où un athlète qui avait vraiment un gros hématome et où c'était nécessaire de drainer, lui, dans son imaginaire, c'était une cascade qu'il voyait. C'était une cascade, c'était un torrent, c'était quelque chose qui coulait et qui l'a aidé justement à drainer l'hématome pour pouvoir se réparer plus vite. Donc beaucoup de choses dans ce style-là. Et une des choses aussi que j'utilise dans l'hypnose, c'est le fractionnement. C'est-à-dire que d'y aller plusieurs fois, d'y aller étape par étape en fait, à chaque fois d'avoir un état de conscience modifié, puis revenir dans un état normal, puis repartir dans un état de conscience modifié. À chaque fois de faire ce fractionnement, ça a permis d'aller encore plus en profondeur et justement d'aller travailler encore plus sur les représentations, sur l'imagerie, et tout se développe encore mieux quand on développe une transe encore plus profonde grâce à ce fractionnement. Donc là, c'est un peu plus technique, on va dire, mais j'ai vraiment apprécié de travailler dans ce protocole-là pour pouvoir amener les athlètes encore dans une transe encore un peu plus profonde et pouvoir aller encore plus loin dans leur représentation, dans leur imagerie pour se réparer. L'autre incertitude, comme je vous le disais, c'est le combat. Donc l'incertitude de l'adversaire, l'incertitude du résultat lié au combat. L'exemple qui me vient moi tout de suite en tête dans cette incertitude, c'est souvent la représentation que l'athlète peut avoir de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il est en train de combattre et il va tout de suite avoir une sensation ou une impression de la force de l'adversaire ou que l'adversaire, des fois, il lui paraît insurmontable. Et par ces techniques d'hypnose, en fait, de revenir sur ce moment-là par ce qu'on appelle on va dire une régression, de revenir sur ce moment-là pour justement travailler cette représentation-là, essayer de changer de point de vue, c'est-à-dire de prendre même le point de vue de l'adversaire, de se mettre à sa place, de voir comment, en fait, peut-être que c'est l'adversaire qui a cette sensation-là et que mon impression, elle est complètement fausse. De travailler justement en aller-retour avec ça, à amener justement beaucoup de résultats très positifs par rapport à ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir travailler dans cet ordre-là. C'est-à-dire toujours pareil, avec le fractionnement, avec une transe qui va être un peu plus profonde, mais derrière, de prendre le point de vue de l'adversaire, d'essayer de ressentir même ce que l'adversaire fait et ce que l'adversaire pense. Alors c'est peut-être complètement faux en plus, ce qu'il est en train de se raconter, l'athlète à ce moment-là. Mais en tout cas, ça l'aide, lui, à un moment donné, prendre du recul sur ce qu'il a ressenti et se rendre compte que peut-être qu'en fait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était faux. Et j'ai peut-être gagné, j'ai peut-être perdu le combat, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'ai imaginé quelque chose ou j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas du tout dans la réalité de ce qui se passait vraiment. Donc souvent, je le combine aussi avec la vidéo. Comme ça permet d'avoir un système d'imagerie encore plus activé et donc de regarder d'abord le combat et puis après de travailler en hypnose sur ces temps-là. C'est des choses qui sont, que j'ai remarquées assez efficaces. Voilà, à peu près Après, bien sûr, il y a la gestion de l'émotion, il y a la gestion des premières secondes de combat, réussir à être présent, être dans le moment, dans l'instant présent, parce que nous, ça va très très vite. En l'espace d'une seconde, vous pouvez perdre le match et puis rentrer chez vous. Vous êtes préparé pendant 4 ans. En une seconde, tout peut basculer et c'est terminé. Donc ça, c'est aussi une grosse incertitude de réussir à être présent dans chaque seconde et surtout à être efficace en restant aussi posé sur les bases de la technique, sur les bases du combat,
sur les bases de ce que l'athlète sait mieux faire en fait. Et souvent, dans ces moments-là, il y a quelque chose qui se passe. On perd de la concentration, on perd. Donc, ce travail en hypnose, de se voir faire, ou de se revoir faire sur des moments où justement on a eu des sensations plutôt positives, c'est des choses que j'utilise aussi. Donc, bien sûr, ce qui a été aussi intéressant dans le travail avec l'hypnose par rapport au Covid, déjà, ça a été le report des Jeux. Pour certains, ça a été assez compliqué, ce report-là. Donc j'ai aussi utilisé l'hypnose dans ces moments-là par rapport aux objectifs, par rapport à une ligne, on va dire un protocole sur la ligne du temps, pour justement pouvoir bien se positionner par rapport à l'objectif, essayer de visualiser la route qui reste à faire, essayer de voir avec qui je vais faire cette route-là. Enfin, toujours pareil, dans un mode de représentation complètement imagé, pour pouvoir prendre des infos de ce qui pourrait se passer, de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé aussi avant, de voir comment je me positionne dans cette ligne-là par rapport à l'objectif des Jeux, par rapport à un objectif sportif quel qu'il soit en fait. Donc ça c'est aussi ça a été quelque chose de très intéressant dans la période du confinement et même avant, de pouvoir travailler sur ces choses-là, de pouvoir travailler sur les émotions à travers ça aussi. Ça c'était quelque chose qui était plutôt efficace. Et puis l'imagerie mentale aussi avec l'auto-hypnose. Donc bien sûr à distance pendant le confinement. Et c'est quelque chose que j'ai oublié de parler tout à l'heure. Dans chaque séance en fait, que je peux faire avec un athlète en individuel, il y aura, je vais lui proposer des exercices à faire pour qu'il soit le plus autonome possible après. L'objectif, c'est vraiment aussi ça, c'est que l'hypnose, ça sert à donner le pouvoir à l'athlète. Pour le donner encore plus, c'est aussi lui donner des exercices à faire en situation sur le tapis pour que justement il puisse être complètement autonome et qu'à un moment donné, il puisse utiliser ces outils-là, que ça soit en compétition, que ça soit à l'entraînement, pour pouvoir sentir qu'il a la possibilité d'évoluer et de progresser et de le faire tout seul aussi, et au moment où il a envie de le faire. Donc le plus possible, je cherche à donner des exercices à faire. Et donc du coup, l'auto-hypnose par rapport à ça est très intéressante. Pour justement gérer les situations d'entraînement, les situations quand justement on ne pouvait pas faire de judo, on utilisait un peu ça pour pouvoir essayer de faire du judo, du air judo. Imaginer l'adversaire, s'imaginer faire. Donc ça c'était assez utilisé. Et puis et en le combinant avec l'auto-hypnose, je me suis rendu compte aussi que l'imagerie était encore plus puissante et encore plus forte par rapport à ça. Voilà un peu. Donc, ça va être le moment d'appeler Axel. Donc, Axel est un judoka, donc champion olympique par équipe sur Tokyo, qui a été médaillé mondial 2 fois pendant la saison. Donc il nous fait le plaisir d'être présent pour donner un peu pour nous donner un peu son ressenti et son expérience. Je sais pas si je m'étais dit je te poserai des questions peut-être, mais la première question c'est qu'est-ce que ça t'a fait justement quand la première fois que je t'ai dit tiens on pourrait peut-être bosser en hypnose. Bonjour à tous déjà. J'étais pas très partant. Je me suis dit, encore une lubie, il est un peu perché des fois. Je me suis dit, oula, j'ai pas très envie. J'ai pas envie de me retrouver comme sur une scène avec Messmer et c'est lui qui dirige. Pas forcément envie de lui faire confiance. Et puis après, je suis curieux, j'aime bien essayer des nouvelles techniques pour évoluer, entre guillemets. Si je performe encore à 34 ans, je pense que c'est une des clés pour toujours avancer et changer. Et puis du coup, je lui ai dit, vas-y, on essaye. Et je lui ai dit à condition d'avoir toujours une sorte de petit contrôle, de pouvoir sortir si je ne contrôle pas quelque chose, quoi. T'as réussi du coup
Ouais, dès la première séance, on était super contents parce qu'on était surpris à quelle vitesse je suis allé en profondeur et assez facilement. Je pense que je fais de la méditation depuis longtemps aussi et ça m'a aidé à aller dans un état second plus facilement, je pense. L'autre question que je vais... Alors, en plus, on n'a pas du tout préparé le truc. Hein. L'autre question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que toi, tu as ressenti à quel moment dans une séance d'hypnose ou d'imagerie mentale qu'est-ce que tu as ressenti, toi, au fond de toi, et même musculairement, ou qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Ouais, il y a eu plusieurs choses. Bah, déjà, on a beaucoup utilisé, enfin, je vais parler surtout on a fait plusieurs choses. On a fait la ligne du temps, on a fait des choses pour favoriser la cicatrisation. La cascade, c'est peut-être moins, je suis pas sûr. Et puis après, on a surtout fait la simulation de séance quand on était blessé. J'en ai malheureusement beaucoup. 3 mois et demi de judo sur les 2 dernières années quasiment, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc heureusement qu'il y avait de la simulation, la visualisation et du travail en hypnose. Et voilà, la chose qui était super importante, c'est quand je ressortais, déjà, il y avait un vrai apaisement. Et dans une période de doute, de stress, c'était vraiment intéressant parce qu'on est dans un état différent. Et puis surtout, on voyait au fur et à mesure de la séance qu'il y avait des petits muscles profonds qui se contractaient au fur et à mesure. Plus on allait en profondeur, plus on allait chercher quelque chose de précis dans la technique. Bah voilà, on voyait clairement que je bougeais de partout au fur et à mesure dans la séance. Et donc du coup, il y avait vraiment des choses qui s'imprégnaient, quoi. Je ne sais pas si j'ai une autre question. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai juste revenir sur un truc qui a été peut-être le plus flagrant qu'on a travaillé quand j'étais blessé la dernière fois pour une commotion en janvier dernier. Un long arrêt. Et en fait, on a essayé de mettre en place des nouvelles techniques. J'avais des problèmes sur gaucher, donc c'était le thème de la période qu'on avait prévue janvier-février. Je ne pouvais pas faire judo, donc on a essayé de mettre en place des choses. Et ça a été assez incroyable de voir comme ça, à la reprise, en fait, le nouveau cheminement de Kumikata, de saisie de garde que j'avais travaillé en visualisation, en hypnose avec Christophe, comme ça a été efficace et je l'avais tout de suite en main, quoi. Et c'était assez surprenant. Il m'a dit non mais c'est incroyable, tu as fait technique au club avant ou quelque chose. C'était nouveau et comme par hasard, c'était une des clés de la réussite sur la finale des Jeux contre le Japonais. C'est pour ça qu'on avait travaillé, quoi. Après, je suis le premier à dire, je relativise, c'est pas que ça qui a fait la performance, c'est un des outils. Il y a la préparation physique avec Mathias Ricard, mon suivi psychologique avec Myriam Salmi, il y a le travail technique qu'on a fait sur le tapis. C'est un des outils, c'est pas le seul, et on peut pas dire que c'est que grâce à ça que j'ai performé. Enfin, faut surtout pas dire que c'est grâce à ça, parce que c'est un ensemble de choses vraiment. Ça serait de toute façon trop réducteur. Et puis, et ce qui est important, c'est encore une fois. Alors justement, Axel parlait tout à l'heure de vouloir garder le contrôle. Je crois qu'il a, après tu le diras oui ou non, mais je crois qu'il a bien senti qu'à un moment donné, c'était lui qui dirigeait. C'était pas moi qui lui imposais des choses à faire. C'était lui qui dirigeait totalement comment il évoluait, comment il se représentait les choses et comment il pouvait voir l'adversaire aussi. Je me rappelle d'ailleurs d'un moment où on a refait une compétition. Et il y avait une sensation, une impression sur un Russe, je ne sais pas si tu te rappelles, où vraiment, lui, il avait cette sensation que le Russe était super costaud, super fort. Et en revivant ce moment-là, en se mettant à la place aussi de l'adversaire, il a pu, en fait, il est ressorti de là en disant, mais en fait, non, mon impression, elle est complètement erronée par rapport à ça. Donc c'est des choses qui sont intéressantes après à transférer aussi sur le tapis, de bien rappeler, ok, mais rappelle-toi qu'à un moment donné, notre cerveau, il va chercher à contrôler les choses ou à créer cette peur pour pouvoir fuir ou pouvoir l'utiliser comme il a envie. Donc de ce côté-là, je trouve que voilà. Merci Axel en tout cas d'être venu. Et puis donc il y a Léa qui devait voilà. Bonjour Léa. Non, je te laisse te présenter Léa. C'est pas très Covid ça. Ouais, c'est sûr. Bonjour à tous. Moi, je suis Léa Palermo, je fais du badminton ici. Je m'entraîne ici à l'INSEP depuis 9 ans.
Donc ça fait un petit bout de temps. Je suis vice-championne d'Europe par équipe en 2021, médaillée de bronze en 2020. Aujourd'hui, j'ai été opérée des ligaments croisés. Au dernier championnat du monde, je me suis blessée un peu gravement, donc ça fait 1 mois et demi que je suis opérée. Donc moi, en fait, c'est un peu dans cette démarche-là que je voulais te poser quelques questions. Déjà, je pense avoir ma réponse, mais du coup... non, je pense avoir ma réponse, c'est plus une première question comme ça pour poser le truc. Mais déjà, est-ce que c'est applicable à toutes les disciplines? Parce que moi, tu vois, je fais du badminton et je suis spécialisée en double. Donc, je suis avec quelqu'un sur le terrain qui fait équipe avec moi. Et bien sûr, il y a les adversaires, donc on est dans la même configuration qu'en judo. Mais est-ce que c'est applicable, tu vois, avec quelqu'un sur le terrain, avec qui je fais équipe, et ouais, dans toutes les disciplines, plus globalement? Alors, je suis désolé, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, le badminton ne fait pas partie des disciplines... Je savais, j'avais ma réponse. Voilà. Ouais. Donc, je suis désolé pour toi. Mince. C'est foutu. Bah, je vais y aller, du coup. Ouais. Non, Oui, bien sûr que c'est... Il n'y a pas de... Comme je disais, en fait, c'est ce que je trouve génial dans cet outil, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est toi. Et justement, par rapport à ça, donc moi, avec le genou et même depuis des années, je pratique beaucoup la visualisation et la méditation. Du coup, l'hypnose, moi, ça m'a interpellée un peu pendant ta présentation. Quelle est vraiment la plus-value par rapport à ce qu'on fait? Parce que, par exemple, sur la visualisation, en ce moment, je suis énormément concentrée sur le processus de guérison. Donc, j'imagine finalement mon ligament qui se reconstruit petit à petit à vitesse grand V, en contrôlant un peu ça, toute seule. Et en méditation, en fait, c'est plus l'aspect global du corps, de lâcher prise un peu, de laisser en fait le corps se reposer. Je fais 3 heures kiné par jour, donc c'est assez prenant et physiquement c'est dur. Et du coup, l'hypnose par rapport à ces pratiques-là, qu'est-ce que ça a en plus selon toi? Alors, je ne pense pas que ça soit quelque chose de plus ou de moins en fait. C'est une technique comme la méditation, comme pour changer son état de conscience. Alors moi j'aurais tendance à dire peut-être que par l'effet de fractionnement, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut peut-être aller encore un peu plus profond et du coup aller travailler de manière peut-être un peu plus précise. Mais encore une fois, je ne vais pas dire que l'hypnose c'est meilleur que la méditation, que la sophrologie, que toutes les techniques pour changer d'état de conscience en fait. Okay. C'est surtout... moi, ce que je trouve efficace, c'est ce changement d'état de conscience pour pouvoir aller travailler dans des points bien particuliers. Donc, et là-dessus, je ne sais pas si je t'aide dans ma réponse. Sa réponse, c'est juste que je me posais cette question-là parce que je pense qu'on a beaucoup d'outils. Je pense que c'est aussi en fonction du ressenti, finalement. Mais je crois que justement, Axel, il pourrait donner son point de vue aussi par rapport à ça, parce que comme lui, il a fait aussi beaucoup de méditation. Ouais, est-ce qu'il y a des différences dans les ressentis, tu vois voilà. Ouais, moi je sentais que tu vas plus profond en fait. Puis comme tu le disais, quand on est blessé, 3 heures de kiné, plus la réathlée, puis tous les rendez-vous médicaux, on a un planning qui est à 100 à l'heure. Et des fois, déjà, un des points forts, c'est que tu prends un moment pour ça et que tu as quelqu'un aussi pour ça. Donc, alors quand tu vas faire ta visualisation, tu vas le faire peut-être, 2 minutes. Tu vas dire, vas-y, je l'ai fait, j'ai coché la case. Sauf qu'en fait, là, ça va te permettre de peut-être d'y aller 30, 40... 1 minute, 1 heure peut-être, donc tu avais plus en profondeur, plus favoriser le truc, donc peut-être plus insister, alors que des fois on va peut-être le faire de façon un peu à la va-vite. Est-ce que c'est le fait d'être accompagné aussi qui t'aide? Le fait d'être accompagné, et après je pense que j'allais plus loin, peut-être que j'ai pas ton niveau de visualisation, mais ça me permettait surtout d'aller plus loin, je pense, c'est sûr. Et d'être guidé, et surtout d'avoir aussi ce sentiment d'apaisement, ou comme si tu fais une belle méditation, mais voilà, ça aide beaucoup plus, et la sensation, tu l'as beaucoup plus après ça. Ok. Merci à tous les 3, c'était super. On a droit à quelques petites questions, on va se prendre ce temps-là. Oh là 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 là, tout ça. Allez-y, on se lance. Je vais guérir tout le monde, j'ai déjà le micro. Bonjour, donc Yannick, je suis cadre technique athlé, je suis préparateur mental et je suis formé en hypnose ericksonienne. Donc déjà merci, et ancien judoka aussi, donc plein de points communs. Merci déjà de ce témoignage parce que quand j'ai demandé à me former en hypnose, on m'a dit ça n'a rien à voir avec ton métier. Donc merci beaucoup d'ouvrir cette porte-là.
Et puis en fait, j'avais 3 questions en une. C'est la fréquence d'utilisation que vous choisissez, ou voilà, est-ce qu'il y a une fréquence particulière? Et, vous avez dit que vous travaillez sur les suggestions. Est-ce que vous travaillez aussi en conversationnel? C'est une technique que j'aime beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres domaines d'application? Je pense notamment en judo, il y a la gestion du poids qui n'est pas forcément facile. Est-ce que vous l'utilisez aussi dans ce domaine-là? Alors, 3 questions en une, en effet. Donc, la fréquence d'utilisation, en fait, ça va dépendre de l'athlète. J'essaye le plus possible que ça soit l'athlète qui soit, en fait, qui me demande. Voilà. De temps en temps, quand il oublie, ça m'est arrivé de lui rappeler quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment lié à la problématique aussi en elle-même. Donc, je peux pas, de ce côté-là, je peux pas trop vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas toutes les semaines. Voilà, ça c'est sûr. Dans l'utilisation de l'hypnose conversationnelle, oui, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. Je l'utilise au quotidien, en fin de compte, parce que sur le tapis, suivant les athlètes, je ne vais pas leur donner le conseil de la même manière. Je ne vais pas les orienter de la même manière, suivant entre guillemets, suivant leur driver interne, quoi. Je vais essayer de changer, moi, ma façon de communiquer par rapport à ça. Par exemple, Axel est quelqu'un qui est assez dans l'opposition. Hein, c'est vrai, Donc, j'ai remarqué que souvent, quand je lui donnais un conseil en lui disant, par exemple, cherche pas à tirer la manche comme ça, occupe-toi plutôt des jambes, bah forcément, il tirait la manche, en fait. Donc, voilà, des petits trucs comme ça qui me faisaient assez rire, en fin de compte. Et puis après, je lui dis, je t'ai eu encore. Et puis la troisième question, j'ai oublié. Ah, le poids. J'ai jamais eu de demande. J'ai jamais eu de demande, et ça c'est vraiment très individuel. Donc si j'ai pas la demande, je vais pas la créer. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hypnos qui bossent sur les questions de poids et de comportement alimentaire en tout cas. Mais voilà. Après ça, je dirais que c'est quand même plutôt à mon sens, lié aux aspects psychologiques. Donc, je laisse ça aux psychologues. Et moi, j'utilise vraiment l'hypnose que pour la perf. Voilà. Oui, Christophe, juste une question par rapport. Donc, tu es entraîneur spécialisé à la discipline. Et est-ce que c'est un plus, ou dans quelle mesure ça peut être un plus, d'être spécialisé à la discipline et d'accompagner avec l'hypnose, plutôt que de faire appel à un intervenant extérieur, par exemple? Alors, ça peut être un plus, dans le sens où on peut agir rapidement quand on est en stage, ou quand voilà, ça peut être un plus. Après, je suis pas préparateur mental, donc je l'utilise moi au quotidien dans ma façon d'agir, dans ma façon de communiquer. Par contre, je suis pas préparateur mental, et du coup, s'il y a vraiment une problématique où je sens, parce que aussi on est sélectionneur, donc il y a des moments où l'athlète il n'a pas forcément envie de se livrer totalement. Donc là, du coup, on oriente aussi sur des personnes, que ce soit des psychologues ou des préparateurs mentaux, pour travailler sur des problématiques un peu plus particulières ou un peu plus profondes, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un plus dans la démarche, en termes d'ouverture, en termes de comprendre aussi mieux les fonctionnements humains, de comprendre comment ça se passe. Ça m'a énormément apporté, moi, à un moment donné, de me sortir de... Je dis de notre bunker parce que le dojo, il est à 10 mètres sous terre, donc de m'extirper de notre bunker, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, du coup, ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles, comme on dit. Bonjour, Jean-François Oudaillé, je suis préparateur mental et sophrologue. Donc, je ne veux absolument pas mettre à l'opposé la sophrologie et l'hypnose. J'ai été moi-même formé aussi en hypnose. Si j'essaye de vulgariser un petit peu la différence pour aller vraiment très très vite, j'ai l'impression qu'en hypnose, on est beaucoup plus inducteur et en sophrologie, nettement moins.
Est-ce que c'est le fait d'être aussi entraîneur qui va permettre d'aller un petit peu plus vite par ce côté inducteur, pour laisser la possibilité, comme Axel l'a très bien dit, de vouloir garder le contrôle? Moi, je vois un petit peu une antinomie entre le fait de garder le contrôle et le fait que l'entraîneur soit inducteur dans les solutions et l'autonomie qu'on va rechercher chez son athlète. Alors par contre, comme je le disais, moi je ne donne jamais la solution. Ce que j'apprécie dans ce travail-là, en fait, c'est que je sors complètement du jugement. Et j'essaie de faire en sorte aussi que l'athlète, même s'il veut garder le contrôle, que lui aussi n'ait pas un jugement particulier vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire ou de se représenter. Ça, c'est la première des choses. Après, dans les techniques d'hypnose, il y a de l'induction. Donc ça, c'est sûr, par le phénomène de suggestion, par le phénomène de focalisation. Il y a forcément une induction au départ. Je crois qu'en sophro, on appelle ça l'anamnèse ou non? Non, c'est la détermination d'objectif, l'anamnèse. Ouais. En tout cas, il y a une induction forcément pour aider à l'état de conscience modifié au départ. Et après, comme moi, j'insiste bien sur ce côté-là, c'est que je laisse la main à l'athlète pour que ça soit lui qui s'oriente dans le meilleur chemin pour lui, en fait. Hein. Alors juste pour revenir, j'ai dit que je voulais garder le contrôle, c'était au début, quand je ne connaissais pas. Après, il y avait vraiment un lâcher prise et si on veut aller loin, enfin voilà, faut faire confiance. Et des fois, je ressortais, je dis waouh, je suis parti super loin. J'ai l'impression que le temps était super long et voilà, la séance avait été hyper productive, quoi. Merci. On va s'accorder une dernière question pour cette session, juste derrière. Bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant et merci pour les échanges des athlètes. Alors, donc, je suis Autria Dunoyer, préparatrice mentale, et je me questionnais, vous avez parlé de l'écologie, et je voulais savoir comment vous faites pour vérifier l'écologie d'une représentation. Alors, on va parler technique, du coup. Je mets en place un signaling, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans l'état de conscience, il y a un moment où je vais demander un signal à on va dire la partie qui est en train de gérer ce travail en hypnose pour savoir si tout est OK par rapport à ce qu'elle a mis en place, par rapport à ce qu'elle s'est représentée. C'est essentiellement comme ça que je vérifie l'écologie. Et si c'est pas le cas, hop, on revient en arrière et puis on retravaille sur des bonnes représentations, on va dire. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Bravo et bon rétablissement, Léa. Bon rétablissement.